expliqué combien l'ennemi de Yaoundé était à Washington et combien à tous les stades la déstabilisation du Cameroun, elle était l'œuvre de lobbies surpuissants américains représentés dans l'administration présidentielle et au Congrès. Les petites mains camerounaises qui participent à ça, n'étant que ce que Lénine appelait des idiots utiles, ce sont des gens qu'on utilise, qu'on jette, qu'on remplace. C'est comme ça que ça se passe. J'avais parlé, je vais le dire, face aux autres panélistes, dans une certaine incompréhension qui se lisait sur leur visage. On n'a pas débattu de mes informations. Aujourd'hui, il faut constater quelque chose, et je suis triste, malheureusement, d'avoir eu raison. La venue de Tibor Nagy, l'ambassadeur de Trump, venu porter le chaos au Cameroun, venu faire la leçon à Yaoundé, elle explique malheureusement que tout ce que je vous ai dit était la réalité. La déstabilisation du Cameroun, elle repose sur 4 axes. Le terrorisme de Boko Haram, la crise anglophone, et je vais expliquer pourquoi on lui a donné ce nom, la sécession de l'Ambazonie devenue mouvement terroriste, enfin, la crise post-électorale après la dernière élection présidentielle. Ces 4 axes sont pilotés, organisés, ont été déclenchés depuis les États-Unis. Et au milieu de tout cela, avec l'aide, je l'ai expliqué en antenne d'émission, avec l'aide de Berlin, Paris dans cette affaire n'ayant pour une fois rien à voir, Paris n'est pas intéressé par la déstabilisation du Cameroun et ne veut surtout pas voir le pétrole de Bakassi tomber dans les mains de multinationales du pétrole américaines ou anglo-saxonnes. Il y a derrière tout cela ce que la télévision d'État iranienne, la chaîne Presse TV, qui est l'équivalent en Iran, la réponse iranienne aux médias occidentaux de propagande comme RFI, Arte, Euronews, Deutsche Welle et compagnie, ou l'équivalent russe de ce qu'est Rossiya Segonia, Sputnik, RT, etc., eh bien, Presse TV, elle évoque tout simplement la guerre à venir au Cameroun. Elle suit au jour le jour ce qu'elle appelle la grande déstabilisation du pays par les États-Unis. Elle a malheureusement raison. Et je vais dire, je reviendrai là-dessus, que j'ai été souvent plus écouté à Téhéran que je ne l'ai été à Yaoundé. Tibor Nagy, qui vient exercer des pressions diplomatiques au Cameroun et appuyer tous les mouvements sécessionnistes existants, c'est officiellement un pompier, c'est surtout le grand pyromane avec l'administration Obama puis l'administration Trump de cette affaire. J'ai expliqué tout ça dans plusieurs enquêtes. J'ai une page spéciale qui s'appelle Luc Michel Enquête sur la déstabilisation de l'Afrique. J'ai souvent parlé du Cameroun. Vous savez que lorsque j'ai commencé à travailler avec Afrique Média, les Camerounais m'ont adopté, m'ont accueilli comme un frère. J'aime ce pays, je veux défendre ce pays. Je n'ai pas d'intérêt ni à Yaoundé ni ailleurs. Mon intérêt, c'est celui du Cameroun, des Camerounais, de leur unité, suivant la ligne que défendait lors de la guerre d'indépendance l'UPC, un Cameroun uni dans toutes ses parties de 1916-1918. Dans ces enquêtes, j'ai expliqué la structure du lobby américain, j'ai expliqué comment celui-ci soutenait directement le terrorisme, notamment en organisant la campagne pour la libération des dirigeants terroristes ambazoniens comme Yaoundé Tabé. Et enfin, j'ai expliqué comment un organisme d'État financé sur le budget du gouvernement américain, c'est la NDI, eh bien, comment cette NDI, qui est ce qu'on appelle une des vitrines légales de la CIA, qui fait officiellement ce que la CIA ne peut pas faire clandestinement. J'ai expliqué comment elle était impliquée directement au Cameroun, son directeur Afrique étant tout simplement un haut fonctionnaire américain vivant à Washington d'origine camerounaise, le fameux Christopher Fonumoy ou Fonumoy. Il m'a d'ailleurs, dans une série d'articles dans la presse camerounaise, répondu pour nier notamment ses liens avec les réseaux de Georges Soros et bien d'autres. Comme on dit en français, qui se sent rogneux se gratte. Derrière toute la déstabilisation du Cameroun, il y a évidemment le bloc de ce qu'on appelle les pays anglo-saxons, l'impérialisme anglo-saxon, c'est-à-dire Washington, Londres, le Canada, mais aussi leurs États clients en Afrique, l'Afrique du Sud des époux Zuma. Madame Zuma
lorsqu'elle pilotait la commission de l'Union africaine, ayant intervenu devant cette commission aux Nations Unies pour soutenir la sécession anglophone, le correspondant d'Afrique Média nous a notamment en Afrique du Sud expliqué comment les locaux du lobby ambazonien étaient installés dans un building appartenant à l'ANC où elle a elle-même ses bureaux. Il y a aussi dedans un autre pays dont j'entends dire à tort qu'il est l'ami ou le pays frère du Cameroun, c'est le Nigeria. Au Nigeria, il y a des gens qui n'ont jamais digéré la perte de la péninsule de Bakassi, qui dans la constitution nigériane était indiquée comme une partie intégrante du pays. Il y a les intérêts de majors anglo-saxons extrêmement puissants au Nigeria. Tous ces gens sont derrière la crise anglophone et le mouvement de sécession dit ambazonien. Et c'est pas un hasard si on a appelé la crise dès le départ, ses promoteurs, la crise anglophone. Il s'agit de créer un mouvement de sympathie au sein de ces pays anglo-saxons. En particulier, il y a quelques semaines, les dirigeants du mouvement terroriste ambazonien, les nouveaux, puisqu'ils ont été remplacés aux États-Unis et au Canada, après que les autres aient été emprisonnés, ont été reçus devant la Common House, le Parlement fédéral du Canada, devant le Congrès des États-Unis. Ils ont, devant les deux parlements, été qualifiés de leaders anglophones venant défendre les droits discriminés d'un État camerounais devenu État voyou qui ne respecterait pas les lois internationales. Il y a aussi toute la campagne contre l'armée camerounaise dans son combat à la fois contre la sécession amazonienne ou contre Boko Haram, menée directement par la galaxie d'ONG de George Soros, qui est un autre des partenaires anglo-saxons de cette campagne. Je vais quand même, parce que c'est des questions qui m'y étaient posées, j'ai publié il y a quelques jours une édition spéciale de mon quotidien géopolitique qui s'appelle Luc Michel Geopolitical Daily. J'ai consacré un numéro entier à précisément la responsabilité américaine dans la guerre faite au Cameroun. Je vais résumer tout cela. Vous pouvez le trouver en ligne, notamment sur ma page officielle Facebook, Luc Michel, page officielle, chiffre romain 1. Il y a à tous les stades, comme je l'ai expliqué dans une émission précédente, une direction américaine, une impulsion américaine, un mentoring américain derrière les déstabilisations du Cameroun. Que ce soit la crise post-électorale maintenant, comme le prouve l'action que mène dans ce domaine Tibor Nagy, elle est aussi, dont le nom en hongrois se dit Nagy, d'ailleurs on devrait dire Tibor Nagy, ça veut dire, c'est un vieux nom hongrois très répandu, c'est un de ces nombreux fonctionnaires du State Department arrivés aux États-Unis dans le cadre de la guerre froide et qui s'est entièrement aligné sur l'impérialisme du pays qu'il soutenait. Eh bien, on a vu donc cette intervention dans la crise post-électorale, on la voit dans la crise anglophone, on la voit dans la sécession amazonienne, on la voit dans le combat contre l'armée camerounaise, alors que les États-Unis sont censés aider le Cameroun dans la lutte contre le terrorisme. On le voit enfin, il faut encore s'en souvenir, dans la déstabilisation générale du Cameroun et la destruction de son identité. La destruction de son identité, elle est menée par les télévisions anglophones, en particulier américaines, mais aussi par les médias français et allemands. Je vais vous en donner 3 exemples. Premier exemple, vous connaissez tous la grande série d'espionnage Blacklist. Il y a un épisode qui démarre par une guerre en Afrique. Vous voyez des gens se tirer au missile à la mitrailleuse, vous voyez des enfants soldats, vous voyez un général seigneur de la guerre. Au bout de 3 minutes, quand on a bien expliqué au public occidental que ce pays-là était un pays où n'existait plus la loi, on voit en dessous un bandeau sur l'écran qui dit « Cameroun, Douala ». Vous avez compris évidemment que ça ne contribue pas à la réputation du pays. Aujourd'hui même, parce que j'aime bien les exemples, il y avait dans l'émission Xenius sur Arte, il y avait une émission précisément qui expliquait que le Cameroun ne diffusait que des médicaments périmés. Autre reportage, le même jour sur France 24, celui-là, on expliquait qu'au Cameroun, il fallait combattre les mariages précoces et forcés,
que des mineurs se mariaient. On expliquait aussi que les droits de la femme au Cameroun étaient discriminés à tous les stades de la société et du pays. Mes sœurs camerounaises, c'est aujourd'hui votre fête. Vous me direz ce que vous en pensez dans les réseaux sociaux. On a vu aussi cette semaine une grande émission qui parlait bien entendu du non-respect des droits de l'homme au Cameroun, en particulier par l'armée et les forces de police. C'est un travail de sape, il coûte cher parce qu'en termes de rentabilité économique, lorsqu'on regarde un pays, on regarde sa situation, son calme politique et géopolitique, on regarde évidemment sa situation au regard des droits de l'homme, cela va avoir de l'influence sur le crédit notamment que le pays aurait. Le lobbyisme américain, il intervient à 4 grands niveaux. Il y a tout d'abord ce lobby qui existe à la fois dans les administrations Obama et Trump et au Congrès des États-Unis. Il a pour figure de proue Nikki Haley, l'ex-super ambassadrice de Trump en Afrique et aux Nations Unies, très proche du lobby pro-israélien, et c'est une femme puissante, influente, que le lobby pro-israélien a déjà saluée comme une future présidente des États-Unis. Derrière elle, elle s'appuie sur un lobby au Congrès où interviennent 18 parlementaires et qui a une influence prépondérante sur la Commission des affaires étrangères du Congrès américain et sur ses sous-commissions des droits de l'homme et de la politique africaine, en particulier 2 congressmen. L'un s'appelle Dan Donovan, c'est un républicain, l'autre Thomas Tsuodzi, c'est un démocrate. Ce sont les gens qui sont actifs pour demander que les Nations Unies s'emparent de la crise anglophone et s'emparent du cas du Cameroun et qu'on en dessaisisse Yaoundé. Deuxième lobbyiste, c'est un soi-disant Cameroun American Council. Ce Cameroonian American Council, c'est évidemment des gens de paille. Il est dirigé par une Camerounaise américaine qui s'appellerait Sylvie Bello. Dans la réalité, c'est ce lobby qui permet à ces relais au Congrès d'agir aux Nations Unies. Troisième centrale, c'est la plus dangereuse, c'est ce qu'on appelle le SCACOUF, le Southern Cameroon and Ambazonian Consortium United Front. C'est la centrale de coordination à la fois de la crise anglophone, des médias sécessionnistes et du mouvement terroriste ambazonien. C'est pas moi qui le dis, c'est une lettre d'information américaine qui s'appelle Quartz Africa et qui soutient d'ailleurs cette sécession. Tout cela se fait au nom d'une soi-disant nation dissidente qui combat pour ses droits humains. C'est comme cela que Quartz Africa la présente, c'est comme cela qu'ils se sont présentés devant les parlements canadiens et américains. Le SCACOUF, qu'est-ce que c'est? C'est les gens qui contrôlent la télévision satellitaire ambazonienne, autorisée de diffusion et d'émission par le gouvernement américain, je le souligne. C'est eux qui soutiennent les réseaux de financement. Les Américains qui ont de terribles lois pour le contrôle des fonds antiterroristes ne disent rien lorsque ça s'effectue, par exemple, sur les firmes de paiement en ligne comme USB, comme bien entendu des consortiums du même genre. Enfin, dernière chose, le SCACOUF finance, et il est en aveu de le faire, à la fois les mouvements corporatistes. Il a financé, comme il le dit, la grève des enseignants anglophones et la grève des avocats anglophones, mais il finance aussi le mouvement sécessionniste et il lève des fonds pour armer les soi-disant Ambazonian Defense Force. C'est cette centrale de coordination extrêmement dangereuse que présidait Ayoub Tabé avec le Southern Cameroon National Congress. Ajoutez que tous ces gens, les modérés, les extrémistes, les radicaux, sont regroupés dans un Liberation Movement of Southern Cameroon, basé à Greenbelt aux USA, 30 km de Washington. C'est là qu'on a officiellement proclamé l'indépendance de l'Ambazonie. Enfin, quatrième élément de ce lobby, c'est un cabinet d'avocats international, le cabinet Foley Hogue. Il est présidé par cet avocat très renommé. C'est un spécialiste de l'action de lobbyisme devant notamment le Congrès américain et les États-Unis. C'est à ce cabinet qu'on doit la fixation
devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, organe statutaire des Nations Unies, de la question soi-disant camerounienne et du sous-thème Cameroun. On sait le mal que ce Conseil a fait déjà au Burundi, par exemple, ou en RDC. Les Camerounais, je les ai avertis, ne s'en sont pas méfiés. La réalité, elle est là. C'est derrière toute cette action qu'un Tibor Nagui ou Tibor Notch vient aujourd'hui au Cameroun faire la leçon en Yaoundé, menacer, faire des pressions, annoncer la suppression des soi-disant budgets de soutien à l'armée camerounaise dans sa lutte au terrorisme, un terrorisme qu'on soutient officiellement à Washington dans sa partie amazonienne. Derrière tout ça, il y a une réalité géopolitique. Lorsque les États-Unis ont lancé le soi-disant printemps africain en août 2014 à Washington lors du sommet USA African Leader, où était organisé les mêmes jours en parallèle un sommet alternatif de la NDI et de la NED, deux vitrines légales de la CIA, où on a pris en main des milliers d'activistes de 20 pays africains, dont des Camerounais, eh bien, ils ont repris à ce moment-là la géopolitique de Foccart, des généraux français de la guerre d'Algérie et du Cameroun. Celle-ci fait du Cameroun l'état pivot de l'Afrique de l'Ouest ou de ce que les Américains appellent le golfe de Guinée. C'est l'état qu'il faut déstabiliser et contrôler pour déstabiliser et contrôler tous les autres. Ce que viennent faire les États-Unis au Cameroun, c'est pas principalement s'emparer du pétrole de Bakassi ou des richesses du sous-sol. Ça, ce sont des cadeaux supplémentaires qui sont donnés aux amis de Washington, comme George Soros dans le domaine des mines, ou les majors anglo-saxons du pétrole dans le cas de Bakassi. Ce que les Américains viennent faire ici, c'est installer à Yaoundé un régime fantoche comprador à leurs bottes qui leur permettra ensuite de s'emparer du reste de l'Afrique. Camerounais, ouvrez les yeux. D'accord. Alors Luc Michel,